qu'on voit aussi, c'est que les magasins contribuent à fond au e-commerce. Aujourd'hui, dans les villes où on a un point de vente, le chiffre d'affaires e-commerce de la ville, il croît 2 fois plus vite que dans les villes où il n'y a pas de magasin. Donc en plus, il y a cette nutrition par les magasins, cette acquisition qu'on fait sur le point de vente. Les gens, après, ils viennent sur le site. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Vous le savez, chères auditrices, chers auditeurs, le retail, la distribution physique, l'omnicanalité sont des sujets phares à maîtriser sur le bout des doigts. Or, c'est souvent difficile à appréhender. C'est pourquoi, avec Mickaël de Shapeart, on a décidé de créer cette série spéciale autour du retail avec le nom de code Le Caddie. Ouais, le caddie, ça va être des épisodes qui vont vous permettre d'appréhender le milieu du retail, un milieu que je connais bien puisque ça fait 15 ans que j'ai eu des rôles de distributeur, de marque, de revendeur et actuellement avec Shapeart où on commercialise nos produits dans près de 5000 magasins revendeurs en Europe. Il y a plein de concepts à maîtriser et c'est ce qu'on va aborder dans cette série spéciale dans laquelle on recevra Kabaya, Morphée, 900 Care et plein d'autres et où on parlera de retail, de wholesale, d'agents commerciaux, de distributeurs, de marge, de coefficient de marge évidemment, de taux d'effort, de revenus par mètre carré dans une boutique, bref, des épisodes passionnants, pragmatiques, didactiques et pédagogues que, je l'espère, vous apprécierez. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier, une série spéciale retail. On l'appelle officiellement le Caddie ? Le caddie. Le Caddie. Bonjour à tous, bienvenue dans le Caddie. J'ai l'immense plaisir de recevoir avec Mickaël aujourd'hui Julie Richard, qui est la cofondatrice de Nuo. Salut Julie, pardon. Salut Nuo. Salut Nuo. Salut Cosa Vostra, salut le panier. Non, salut Laurent, salut Mickaël. Je suis ravie d'être là après mon frangin qui a fait la partie e-commerce. Nous voilà pour le retail. Et l'apéro du panier où tu es aussi avec Mickaël. Qui était sympa, c'est l'épisode 200 si vous souhaitez passer 2 heures à parler autre chose que d'e-com d'ailleurs. Ouais, avec Chanty notamment. Avec Chanty Biscuit. Ouais. Ah, c'était cool. C'était très cool. Mais aujourd'hui, c'est le Caddie spécial retail, donc cette série spéciale que j'anime avec Mickaël, qui est le cofondateur de Shapeart. Exactement. Shapeart, on fait des accessoires téléphones pour la mobilité, donc le vélo, la moto, le running. Et on a la particularité d'être très omnicanal depuis le jour 1. Donc avec à peu près, maintenant un peu plus de 5000 magasins revendeurs en Europe. 5000 points de vente. Ouais. Et de la marketplace, du D2C. Ouais, vraiment on est agnostique au possible. C'est l'avantage d'avoir un produit de grande conso. On tape un peu partout, quoi. Et si vous découvrez cette série, je la fais avec Mickaël parce que c'est un sujet sur lequel je voulais cranter et que Mickaël est passionné par le sujet, il a de belles connaissances. Tomber dedans. Et tu aides des... Ouais, j'accompagne. Tu accompagnes les boîtes qui se... Ouais, plutôt des marques produits, enfin exclusivement des marques produits, plutôt jeunes, sur les sujets wholesale, retail, omnicanal, on va dire. Cool. Et on te reçoit aujourd'hui, Julie. Alors, on avait échangé par email pour trouver un thème pour ce premier épisode. Et on s'était dit ma première boutique. Et en fait, en préparant l'entretien, je réalise qu'il y a plein de sujets. On va parler... alors, vous avez 7 boutiques à date. Pour une contribution à 40% du chiffre d'affaires, on va parler des différences entre la première et la 7e boutique. Ce que tu as appris, ce que tu fais aujourd'hui, que tu faisais pas à l'époque, ce que tu as fait au début, que tu fais plus aujourd'hui. On va parler assortiment, parce qu'on n'a jamais abordé le sujet dans cette série spéciale du Caddie. Nombre de refs versus taille de tes magasins versus retail. Comment éviter un magasin trop vide, trop plein, comment le gérer ce sujet avec des corners, le cas échéant. On va parler, on n'a pas préparé, mais un peu de la stack technique, point of sale, et puis de drive to store, comment tu fais quels outils tu utilises pour amener des clients dans ton magasin. Et si tu l'acceptes, mais on t'a pas demandé non plus pendant la préparation, c'est un sujet qui est pas retail, mais qui est intéressant. Vous avez racheté une boîte.
en mars 2023. 23. Donc il y a 8 mois, Ouais. 7 mois. Je serais curieux qu'on en parle. Voilà. Ça nous fait pas mal de sujets, mais je redresse le tableau général. Enfin, comment d'ailleurs, c'est quoi Nuo? Nuo, c'est une boîte française qui est spécialisée dans la vente de cosmétiques bio et naturels. Donc, à travers une boutique en ligne, un réseau de 7 magasins et une box beauté par abonnement. Donc, en gros, on a 4500 références produits pour un peu tout. Bah oui, j'ai ramené des petits produits. Pour un peu tout, que ce soit les soins visage, les crèmes, les sérums, les produits d'hygiène, les déos, les dentifrices. Enfin, vraiment tout. En gros, t'arrives chez nous et l'idée, c'est que tu puisses acheter tous tes produits du quotidien, toujours en bio et en naturel. Voilà, je disais, aujourd'hui, on a 7 magasins un peu partout en France et notre taf, c'est vraiment de sélectionner. Aujourd'hui, si tu regardes les listes d'ingrédients sur les emballages, tu comprends pas toujours tout, c'est un peu compliqué. Nous, notre taf, c'est d'être ce tiers de confiance qui va tout relire et qui va exclure les ingrédients qu'on n'aime pas trop, les silicones, les parabènes, les phénoxyéthanol, bref, tout ça, tous ces ingrédients issus de la pétrochimie. Donc, t'arrives chez nous, t'es en confiance, tu sais que tu peux acheter les yeux fermés, tout ce dont t'as besoin pour ta salle de bain, ton quotidien. Et donc, on a aujourd'hui 180 marques à peu près, dont certaines que t'as reçues ici, que ce soit, il y a Jo, Respire, Millet, Nideco, enfin voilà, toutes ces marques-là qu'on rassemble ici. Et en fait, notre envie avec Nuo, c'est de ramener le bio à sa juste place, c'est-à-dire la norme. Aujourd'hui, le bio, c'est un peu une étiquette, hein. Alors qu'en fait, depuis quand on a décidé que c'était la norme de se mettre du plastique sur le visage? Voilà, donc nous, c'est vraiment notre job là. Et puis, c'est de faire que t'es le choix en tant que consommateur. Tu te dis, ben maintenant, je peux aller à la fois vers du bio, vers du non-bio. Tu fais ta vie, mais au moins, l'offre est équilibrée. Et donc, on a envie d'être de plus en plus présent et visible pour équilibrer l'offre. Cool, une belle description. 7 boutiques, Orléans, Paris, Orléans la première, Paris, Clermont-Ferrand, Nantes, Angers, Lyon et Rennes. 5 millions d'euros de CA à date, une contribution à 60% du chiffre d'affaires en e-com et 40% en boutique. Où se trouve la renta? Où est-ce que vous dégagez le plus de renta? En boutique ou en e-com? Alors, pour l'instant, en boutique. Plutôt en boutique. C'est ce qu'on disait, les boutiques, en fait... Alors déjà, c'est un business qui est moins opaque, on va dire, que le e-commerce. Où le e-commerce, il y a eu beaucoup de changements. On l'a vu, iOS, tous les cookies, tous ces trucs-là qui font que, un coup, tu savais faire, tu savais acquérir et après, tu sais plus. Voilà, c'est beaucoup de dépenses marketing, beaucoup de tests. En fait, en magasin, c'est plus classique, c'est plus traditionnel. Donc, tu as moins de tests, tu sais ce qui fonctionne moins bien. Tu as aussi tous les coûts marketing qui sont très élevés sur la partie e-commerce, les frais de transport que finalement, t'as pas en magasin. Nous, on ouvre un point de vente, il y a quasi aucun budget aujourd'hui qui est alloué à notre réseau de 7 magasins. Donc, c'est vraiment l'emplacement, la clientèle initiale en ligne qui vient sur le point de vente. Aujourd'hui, on a à peu près, à l'ouverture, on a 10 à 15% des clients e-commerce de la ville qui viennent dans le point de vente. Donc en plus, on n'a pas forcément besoin de faire de la com puisque le point de vente se remplit déjà grâce aux clients e-commerce à la base. Et ça, ce 10 à 15%, vous le mesurez comment? On le mesure grâce à Shopify, aux outils qu'on a. On voit que c'est des clients returning. Donc dans Shopify, tu peux voir que c'est des clients qui, quand ils ont créé un compte et qui viennent dépenser, on leur dit voilà, c'est quoi ton compte? Et du coup, on sait que c'est des returning, qu'ils étaient déjà là avant e-com. Et t'as toujours eu Shopify en point of sale? Toujours. Depuis 2017, et ça a beaucoup évolué. Parce que Shopify POS en 2017, c'était pas forcément aussi bien que maintenant. Mais attends, ça existait déjà d'ailleurs en 2017 ou tu avais le site web? Ok, d'accord. Ça existait déjà. Je pense qu'on était parmi les premiers France à utiliser POS. Ouais, POS à l'époque. Je reviens sur la renta parce que c'est intéressant. Moi, ça me surprend un peu. 60% des 5 millions sur le e-com, donc 3 millions, et le reste 2 millions en boutique. D'un côté, t'as effectivement de l'acquise, certainement, du marketing, mais t'as un Shopify, un peu de maintenance. De l'autre côté, t'as 7 boutiques, 7 pas de porte, des employés, une quinzaine d'employés, je crois, qui bossent en boutique, de l'électricité, de l'eau, enfin, tu vois, des charges. J'ai du mal à imaginer que tu dégages, enfin tu vois qu'il y ait plus de... Mais peut-être que tu veux rebondir là-dessus, Mickaël. Ouais, non, mais c'est toujours le sujet qui revient régulièrement. Et en fait, c'est l'enjeu est de ne pas confondre en fait la marge brute, la marge nette, ou la contribution à l'EBITDA. C'est-à-dire que oui, facialement en e-com, on se dit je vends en direct au consommateur.
J'ai juste enlevé la TVA, tout le reste c'est pour moi, donc j'ai une grosse marge brute. Sauf que il y a un sujet clé déjà, c'est la logistique. Je pense que vous êtes un bon exemple. On achète un shampoing 1 litre, ça pèse, c'est volumineux. Le coût, il est non négligeable. Si en plus on l'expédie en dehors de France, c'est encore pire. Et après, il y a toute la partie acquisition. Tu viens de le dire, Julie, 15% de clients returning, c'est-à-dire qu'il y a 85% qui viennent parce qu'en fait l'emplacement est bon, parce que la boutique est là, hein, elle a pignon sur rue, et ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il y a des marques qui communiquent ouvertement là-dessus, on les mentionne souvent, mais Cabaya, Emilien qu'on a reçu, mais d'ailleurs il en parle, hein, je pense dans l'épisode. En gros, chez eux c'est l'unité, la business unit qui rapporte le plus, qui contribue le plus à l'EBITDA, c'est le wholesale. En numéro 2 c'est le retail, et en numéro 3 c'est le web. Et ça c'est quelque chose qui est assez contre-intuitif. On aurait imaginé l'inverse. Exactement. Et non. Alors, il y a une petite métrique qui est la partie marketing qu'il faut évidemment pondérer là-dedans. C'est-à-dire que les efforts que vous faites en marketing sur votre e-com, forcément, ils vont faire des petits en magasin, ça va générer du trafic. Et c'est assez difficilement imputable, on va dire. Est-ce que, je sais pas si c'est quelque chose que vous mesurez, de dire il y a 20%, 30% des dépenses qui devraient être affectées au retail et non au e-com. Ouais, non, ça, nous, on l'impute pas forcément. Mais par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que les magasins contribuent à fond au e-commerce. Aujourd'hui, dans les villes où on a un point de vente, le chiffre d'affaires e-commerce de la ville, il croît 2 fois plus vite que dans les villes où il n'y a pas de magasin. Donc en plus, il y a cette nutrition par les magasins, cette acquisition qu'on fait sur le point de vente. Les gens, après, ils viennent sur le site. Pourquoi ? Très bonne question. Parce que, en fait, t'as pas tout le catalogue en magasin. Nous, aujourd'hui, on a 4500 références produits, mais en magasin, avec des surfaces entre 25 et 75 mètres carrés, on peut pas mettre tout le catalogue. Donc, les gens vont se dire, bah là, je vais aller, en ligne. Deuxièmement, parce que, initialement, ils étaient pas très rassurés quand t'as que un e-commerce, et là, maintenant, t'as un magasin. Ils se disent, ah, bah, super, il y a des magasins, un magasin. Je vais pouvoir aller en ligne. Donc, il y a vraiment un enjeu de réassurance, de notoriété, de sauter le pas parce que maintenant, je l'ai vu en physique. Ouais, et que du coup, j'y ça, vais. c'est un enjeu, je vais pas te couper, Julie. C'est un enjeu qui est hyper important pour toute marque e-commerce de mentionner 10, 20, 50 magasins physiques revendeurs. Ça fait grimper le taux de conversion. Si vous êtes comme nous, que vous en balancez 5000, non, il y a un moment, ça cannibalise, il n'y a pas de problème, on le sait. Mais par contre, une marque qui n'existe pas ailleurs, il y a toujours ce doute du dropshipping, ou est-ce que c'est vraiment la vraie marque, est-ce que c'est le vrai prix, est-ce que c'est les vrais sites, Et en fait, le fait de mentionner qu'on a pignon sur rue, ça fait un peu le vu à la télé, quoi. C'est vu dans la vraie vie, et ça permet de crédibiliser et donner beaucoup de crédit à la marque, et ça améliore le taux de conversion. Ouais. Donc ça, vous le mesurez aussi, du coup. Ouais, et puis surtout, on voit sur notre site la page boutique. On a une page boutique dédiée aux boutiques qui est aussi parmi nos 30 pages les plus vues. Donc, il y a aussi du trafic dessus. Il y a, au moins à minima 10 000 personnes par an qui vont dessus. Donc, il y a ce truc de je suis rassurée, je vais avoir un endroit aussi pour être potentiellement conseillé, ou si j'ai une question un peu service client. Ouais. L'e-commerce, c'est toujours ce côté un peu plus opaque. C'est vrai que la dimension service client est aussi quelque chose à prendre en compte. Hein. C'est un autre sujet à gérer derrière. Je ne sais pas si vous le gérez de manière omnicanale, qu'importe où la personne a acheté. Mais est-ce qu'un client e-commerce peut venir échanger un produit en boutique ou Il peut. Ouais. Il peut. En général, on fait en direct par canal parce que c'est plus pratique. S'il a commandé en e-com, c'est que souvent il est plus loin du magasin. Mais sinon, il peut complètement. Ouais. S'il le souhaite, il n'y a pas de règle qui dit le contraire. Non. Ok, intéressant. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu ne faisais pas il y a quelques années sur ta première boutique ? Ce qu'on fait, c'est notamment des corners thématiques. Au début, on avait vraiment les 4 principales catégories de produits. Le visage, le corps, le cheveu, voilà, le maquillage, c'est nos 4 catégories principales. Maintenant, on a des corners très spécifiques. On en parlait pour les cheveux bouclés, pour le 0 déchet. C'est des corners qui fonctionnent très, très bien parce qu'on arrive et on sait qu'on va retrouver toute la sélection là, de A à Z. En plus, en cosmétique, les gens fonctionnent, en tout cas particulièrement les femmes, mais en routine. T'as pas qu'un seul produit, t'as plusieurs produits dans ta routine. Donc, de venir à un endroit, ça permet aussi d'augmenter le panier moyen. Ça permet de montrer qu'on a un rôle de curateur et qu'on a sélectionné pour toi. On a aussi un corner bien-être intime où tu découvres des produits que tu pensais pas qu'existaient en bio. Et donc, ça, c'est ça notre force aujourd'hui dans les magasins et qu'on faisait pas au début et qu'on fait maintenant. Et donc, tu l'as répercuté dans les anciens magasins ?
Quand j'ai la place, oui. Quand t'as la place. Quand j'ai la place, ouais. Ils font quelle taille vos... Les magasins, Vos ils magasins. font pour le plus petit entre 22 mètres carrés et 75 mètres carrés. Donc, c'est quand même très large. L'idée aujourd'hui, c'est, et un autre apprentissage, c'est plutôt d'aller sur du 40-50 mètres carrés. Comme ça, on a la place de mettre une bonne partie du catalogue sans avoir non plus un loyer délirant. C'est toujours lié aussi au mètre carré. Et ce qu'on fait, c'est... alors nous, chez nous, on l'appelle le shop to home. Mais en gros, tu viens en magasin, on n'a pas le produit, on te le commande et tu te fais livrer chez toi. Donc plus le store to web. Vous avez combien de refs en tout? On a 4500 références. Et dans les magasins, on a entre 1500 et 3000. T'arrives à placer 3000 références sur un magasin de... Du coup, c'est celui de Paris, 70 mètres Oui. carrés. Oui. Alors nous, nos magasins, ils sont très, très fournis. Pas sur quelque chose d'ultra épuré. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nos clients, ils sont en demande de tellement de produits différents et on veut pouvoir répondre à tous leurs besoins. Et même si c'est pas mis dans le linéaire, on a toujours un produit en tiroir ou quoi pour être sûr de pouvoir répondre à ton besoin. Et si vraiment on peut pas, soit on te le commande et livraison au magasin et tu viens le récupérer, ou bien on le fait livrer chez toi. Donc ça, c'est quelque chose de... Mais l'avantage, c'est que ça nous permet d'avoir des loyers quand même pas délirants non plus, et de pouvoir offrir et d'agrandir l'offre en fait avec la prolongation sur le web. Et du coup, le magasin est un espace d'expression du terrain de jeu de la marque, avec les corners, quelques produits, et Ouais. l'expérience peut se poursuivre en ligne. Ouais. Et le vendeur ou la vendeuse te fait ça en magasin. Ouais, exactement. Et ce qui se poursuit aussi, c'est que, je le disais au début, on est créateur de box par abonnement. Et en magasin, tu peux aussi créer ta box. Donc, on a aussi un espace ludique où tu viens. Je connais pas Nuo, je connais pas forcément les marques ou la cosmétique bio, mais j'ai envie d'y aller. Je vais pouvoir me composer ma box comme celle-ci où tu prends 5 produits différents. Ça te permet de tester, de découvrir, t'es rassuré. Et ensuite, tu reviens en magasin parce que t'as aimé les produits, t'as trouvé que c'était en fait super, que ça sentait bon, que c'était efficace. Ok, donc des corners. Pour revenir sur les différences, en tout cas ce que tu as appris depuis aussi, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'emplacement? L'emplacement, hyper important, mais ça, je pense que ça a été dit dans tous les épisodes du panier où il y avait des magasins. Clairement, dès qu'on est dans le trafic, c'est en fait ce que tu payes en loyer supplémentaire ou en droit au bail. C'est ta com pour faire rentrer du monde. Donc, plus, par exemple, à Lyon, on est dans une rue où il y a plusieurs dizaines de millions de passagers par an. En passagers, passants. Passant. Les passagers, c'est dans l'avion. Ça dépend, tu les embarques dans ton Ouais, aventure. je les embarque. Nuo est un voyage. Exactement, Nuo est un voyage. Ouais. Et quand quand t'as autant de personnes, c'est sûr que ton chiffre d'affaires croît beaucoup plus vite. Même si t'as une base de clients qui reviennent, les nouveaux font aussi croître le chiffre d'affaires. Alors, on l'avait abordé, mais c'est toujours bien de le répéter. Il y a différents niveaux. On parle de niveau 1, niveau 2, niveau 3, 1 bis, 2 bis. Tu peux m'en parler? Je peux t'en parler. Non, mais la question, en fait, c'est toujours, on se pose toujours la question parce que c'est facile pour une marque avec des gros moyens d'aller... Enfin, c'est facile. Non, c'est pas si facile que ça d'acheter les emplacements 1. On parle souvent de la rue Vieille du Temple à Paris, enfin, les rues très commerçantes, la rue principale. Est-ce que ça fait vraiment une différence? Ou est-ce que si tu es sur un emplacement de 2e niveau ou 1 bis, on va dire, tu peux quand même t'en sortir? Et si oui, pourquoi? Est-ce que ça... Et au prix de quel effort Au prix de supplémentaire? quel effort, ouais. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est l'énorme point d'interrogation, je pense, de beaucoup de retailers, de savoir est-ce que si tu injectes beaucoup de budget dans de la com, tu peux compenser l'emplacement. Là, pour le coup, nous, on n'a pas trop la réponse. Ce qu'on voit quand même, c'est que on a beaucoup de monde et que le chiffre d'affaires, il croît beaucoup plus vite et que dans les emplacements 1 bis, ça met plus de temps. Par exemple, à Orléans, on est plutôt à 1 bis. Et aujourd'hui, donc 5 ans après, 6 ans après, on fait encore des fortes croissances parce que ça a mis du temps à démarrer. C'était plus petit, le temps d'être connu, etc. Alors qu'en installé, plus, vous êtes de là-bas. Et alors qu'on est de là-bas, Donc exactement. là, tu le sens entre 1 et 1 Ouais. bis. Là, par exemple, sur Ouais. Orléans, vous le sentez. Il y a d'autres villes dans lesquelles vous êtes plutôt en secondaire? Non, pas trop. Le reste, c'est Le plutôt reste vraiment est- du 1. Après, là, il y a Paris, mais qu'on a ouvert récemment, donc le temps d'avoir du recul. Et ça, c'est... Donc, Paris, vous êtes boulevard Sébastopol, hein, Ouais. c'est ça, au 55? Exactement. Ok. Ça, c'est quoi? C'est du 1, du 1 bis? Je pense que c'est plutôt du 1 bis. Ouais, moi, je le Ouais, mettrais c'est 1 ça. bis, Ouais. Sébastopol, ouais. Ouais. Surtout en ce moment. Maintenant qu'ils ont tout refait, c'est en travaux depuis 10 ans, il y a des pistes cyclables partout, les gens s'arrêtent moins, quoi. Ils tracent avec leur vélo. Et combien de boutiques en perspective?
vous souhaiteriez ouvrir dans l'année qui vient? Alors, dans l'année prochaine, l'idée, ce serait 2-3 magasins. Ok. Et l'objectif, ce serait d'aller jusqu'à une 30aine, voire une 50aine de magasins NUO, d'avoir un réseau, comme je le disais, hyper large pour rééquilibrer l'offre. Et là, sur les ouvertures, vous êtes plutôt d'aller consolider, par exemple, votre présence sur Paris ou sur Lyon, qui sont des villes qui marchent bien, ou plutôt de se dire, non, on va aller ouvrir... Mailler le territoire. Mailler le territoire, ah, exactement. On va mailler. On va mailler le territoire. L'idée, c'est d'aller sur toutes les villes où en e-commerce, on a du chiffre d'affaires. Donc, le top 30, 50 des meilleures villes. Pour faire grandir ce fameux chiffre d'affaires aussi e-commerce grâce à la présence du magasin. C'est hyper intéressant. Donc, c'est le e-commerce en ligne qui drive le choix des emplacements où vous ouvrez. Oui. Ok. Et qui drive aussi le catalogue qu'on met dans le point de vente. C'est-à-dire qu'on a toujours une partie du catalogue, c'est les top refs qu'on met dans le point de vente et qui sont dans tous les points de vente NUO. Et après, on regarde les meilleures ventes dans les villes en particulier. Et tu peux te rendre compte que des fois, à Lyon ou j'en sais rien, à Angers ou à Rennes, il y a des marques qui ressortent, qui sont mieux vendues dans certaines villes que dans d'autres. Et celles-là, on les met aussi au catalogue du magasin. Donc, ça nous permet d'affiner très loin le catalogue. Hyper intéressant. Okay. Est-ce que des fois la réciproque est vraie? Est-ce que vous utilisez les enseignements ou les demandes du magasin pour venir rajouter soit des produits, soit modifier les catégories? Tu disais que vous bossiez en corner. Est-ce que ça te fait modifier tes pages collection, tes thématiques sur le site? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que vous prenez beaucoup d'enseignements du magasin? Sur la partie collection, pas spécialement. Par contre, sur le type de marque, oui. En fait, les magasins, ce qui est génial, c'est que t'es plugué directement à ton consommateur, à tes clients. Du coup, t'as des retours qui sont hyper puissants. Et en fait, on a régulièrement tous les mois des réunions, on fait des remontées des infos magasins pour ensuite lancer une nouvelle marque, lancer un nouveau type de produit. Effectivement, par exemple, le magasin peut nous dire, ouais, voilà, sur telle catégorie de produits, il nous manque des choses. Est-ce que vous pouvez les référencer? Des trucs où en e-com, on n'aurait pas forcément pensé, en fait, parce qu'on n'est pas au contact du client en permanence. Justement, je rappuie un tout petit peu sur le sujet. Comment en interne, parce que je crois que c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé, comment en interne, avec votre force de vente, vous avez tu disais deux ou 3 personnes par boutique. Ouais. Quel process vous avez mis en place pour que ces personnes-là fassent attention, puissent vous remonter correctement les feedbacks? Comment vous les récupérez? Est-ce qu'il y a un process? Est-ce qu'il y a une culture d'entreprise qui a été mise en place pour faire en sorte que ça remonte bien? Ouais, donc toutes les semaines, on fait des points 101 et on se pose notamment ces questions-là. Quelles sont les marques, par exemple, qui t'ont été demandées en magasin que t'as pas? On a ensuite un Slack dédié aux boutiques et qui est connecté aussi avec l'équipe achat, où les filles envoient aussi, là, je commence à avoir de la demande sur ça, sur ça, sur ça. Et tous les mois, on a une réunion globale avec tout le réseau retail en mode, c'est quoi vraiment vos enseignements du mois? C'est quoi les demandes? Et on appuie là-dessus. Et ça marche à la fois pour marque, type de produit, service. Tu vois, j'en sais rien. Ah oui, il y a un service qu'on n'a pas en magasin, ce serait cool de mettre ça en place. Ça peut être des consultations beauté, ça peut être le shop to home, comme je disais. Plein de trucs comme ça qu'on met en place grâce à ces moments hyper importants. Et on fait un séminaire aussi tous les ans où on invite aussi toutes les responsables de magasins avec toute la team, où on bosse tous ensemble à des brainstorms, à ce qu'on a envie pour la suite, pour aussi faire émerger ces idées-là. Et voilà. Hyper intéressant. Donc des insights qui remontent des boutiques. Ouais. Vous avez formalisé un peu le process et les rituels. Quel foot trafic, combien de passants dans les boutiques? Tu es capable de vous le compter, vous le quantifiez, vous le mesurez? On quantifie pas le flux de passants, mais je peux te dire le flux de commandes à peu près. En gros, c'est 6000 sur tout le réseau, c'est 6000 achats par mois, grosso modo. 6000 paniers par mois, ouais. Enfin, caddie. Ouais, 6000 caddies dans 6000 achats dans tes boutiques, ouais. Et dans les 7 boutiques par mois. Avec Ouais. quel panier moyen? Avec un panier moyen qui est autour des 35-36 €. Et par rapport au web? Par rapport au web, le web, c'est plutôt 55-60 €. J'aurais imaginé le contraire. La livraison gratuite à 49, non? 59. 59. Livraison gratuite à 59. Du coup, tu forces un peu les gens tu forces un peu. à aller Mais chercher. en boutique, t'as des vendeurs, des vendeuses qui vont t'orienter vers le produit. Enfin, tu vois, l'upsell est plus facile quand t'as un humain qui te dit, t'as acheté ton shampoing cheveux bouclés, prends aussi la brosse. Mais tu sais que tu peux revenir en magasin. Et c'est pour ça que la fréquence d'achat en magasin, elle est double.
par rapport au e-commerce. C'était la variable. Voilà. qui manquait. Oui. Donc, t'es à 70 de panier moyen. Finalement, oui. Ok, non, mais 6 000 visites, 35 € de panier moyen, Ouais. une fréquence qui est plus importante, qui est 2 fois plus importante, c'est ça? Ouais. Ok. Et une fidélité, un nombre d'achats, enfin la LTV, si on parle de lifetime value, est-ce que tu vois une différence? Je sais pas, c'est pas facile à mesurer, mais est-ce que vous voyez une différence entre un client qui vous a connu en boutique et un client qui vous a connu en e-com? Est-ce que tu vois une différence? Difficile à mesurer. Ouais, hein. Vraiment très difficile. Celui qui arrive, je crois qu'il s'en sort. Ouais. C'est une bonne idée de boîte à lancer. Beaucoup de volume et beaucoup de... Très, très beaucoup de- dur. ok. Emplacement, corner. T'as une anecdote à raconter sur la boutique de Lyon, parce que vous avez repris un pas de porte qui appartenait à une marque... Paris. À Paris. Non, Lush. Ah oui. Et mes notes sont justes, ok. Donc à Lyon, vous avez repris un pas de porte qui appartenait à Lush avant. Lush qui est dans un univers connexe, similaire. Raconte-moi ce que ça t'a apporté. Alors, on n'a pas repris le pas de porte. C'est de la location pure. C'est de la en loc, Lyon. ok, ouais. Ouais, c'est de la loc pure. Ce que ça nous a apporté, c'est le trafic initial de Lush. C'est une clientèle cible qui est clairement la même, des gens qui sont sensibles plus à l'environnement, qui ont envie de produits plus naturels. Donc nous, quand tu captes ce trafic-là, les gens se disent « Ah, c'est plus Lush ». Mais à côté, tu leur dis « Ah nous, on a tout ce catalogue produit. On a une variété de produits qui est même encore plus grande que chez Lush parce qu'on est multimarque et qu'on a absolument tout, quoi. Enfin, dès que tu as 1500 références produits, tu as de quoi faire pour ta salle de bain. Donc ça nous a permis d'avoir déjà un trafic de base. Ouais, et de conserver, ou en tout cas, alors c'est compliqué de savoir combien on a conservé de clients, mais en tout cas, quand ils viennent, on les transforme en clients new. Ouais. Pendant combien de mois tu as des gens qui viennent te dire c'est plus Lush? Je pense à minima 3 mois, quoi. C'est intéressant. Ouais. Enfin, c'est un bon enseignement pour vous, toutes et toutes, chères auditrices, chers auditeurs. Emplacement numéro 1 et le Graal. Si en plus on reprend une boutique qui est dans un univers dont on peut récupérer la clientèle, c'est pas mal, quoi. Ouais. Ok. Et je repense à un autre apprentissage, là, Laurent, aussi, qu'on a eu au fur et à mesure des boutiques, c'est le recrutement. Au début, on recrutait un peu... c'était un peu à la mano, c'était nous qui le faisions, et puis on n'avait pas forcément les bonnes techniques pour rendre visible l'offre et aller chercher des personnalités hyper engagées dans notre démarche. Et en fait, maintenant, donc on était uniquement quasi que sur Indeed. Et en fait, maintenant, on se sert de notre base client, de tous nos réseaux sociaux. Donc, en fait, aujourd'hui, on a le réseau social, on a Instagram national, on a un Instagram par magasin. Et ça, c'était une vraie demande client. Tiens, par exemple, une remontée client qui est revenue plein de fois. Est-ce que vous avez un Instagram local? Et nous, au début, on se disait, non, on va garder notre Insta. Ça me paraît évident. Mais en fait, non, les gens veulent interagir, ils veulent voir les nouveautés dans leur boutique uniquement. Une page Google de la boutique, mais un peu plus interactif, quoi. Exactement. Ils veulent pouvoir discuter avec la responsable ou la conseillère et savoir si le produit, on l'a en magasin, avoir tel conseil, etc. Donc, du coup, on a ces réseaux sociaux-là. On a plus tout ce qui est emailing. Et en fait, maintenant, on recrute grâce à ça. On met les offres sur emailing, donc à toute notre base. Par exemple, si on recrute à Lyon, on envoie à toute notre clientèle lyonnaise et autour. Et on dit hello, est-ce que vous avez envie de postuler chez nous? Est-ce que vous avez un ami, une amie qui a envie de bosser chez nous? Et grâce à ça, on arrive à avoir des profils ultra qualifiés, ultra engagés. On a peu de candidatures, mais qui sont hyper engagés. Contrairement à Indeed, où on reste dessus, bien sûr, mais où t'as vraiment plein de profils. Et là, le compte Insta est géré par la personne en boutique. Oui. Je trouve ça hyper intéressant, plus intéressant encore que le recrutement. Le recrutement, c'est clair. Et pour finir la boucle là-dessus, vous avez vu une différence dans le turnover des employés? Est-ce que les gens restent chez vous? Est-ce que vous avez déjà... Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu peux nous donner comme insight là-dessus? Parce que vous les engagez vachement, en fait. Oui. Ils connaissent les gens au siège, ils vont gérer la page Instagram. Enfin, t'es pas juste vendeuse ou vendeur en boutique, quoi. Non, tu fais tout. Ouais. C'est ton point de vente, vraiment. T'es chez toi et tu décides de ce que tu as envie de faire aussi. Nous, on va t'apporter tout ce que tu peux pour mettre en place plein de choses, mais tu décides. Tu fais du CRM aussi ou pas? Ouais, sur les magasins? Non, en boutique. Le manager de boutique ou le vendeur, la vendeuse en boutique fait du... Tu veux dire tout ce qui est embasement, création de compte? Je pense à Jonac et
Lisa Nakam, avec qui on discutait justement retail récemment et l'avenir du retail, qui me disait que dans ses boutiques, les managers et les vendeurs, les vendeuses font le ship from store, font l'accueil, font du CRM et dialoguent avec les clients via WhatsApp sur leur sur la boutique, tu vois. T'as vraiment t'as un job qui a complètement changé versus vendeur, vendeuse il y a 20 ans, quoi. Nous, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais, sur l'Instagram, elle communique beaucoup avec les clientes sur connaître la disponibilité d'un produit, un conseil en plus. Si je passe au magasin à telle heure, vous serez ouvert, tel jour, etc. Ouais, beaucoup. Beaucoup d'échanges. On répond pas, nous, aux... T'as les horaires, hein, c'est marrant parce que vraiment, y a son... C'est assez intéressant, ouais. J'avais pas... Ouais. Okay. Vous n'êtes pas très nombreux à faire ça, je pense. Non, mais on est quand même quelques-uns. Et on a des taux d'engagement sur les meilleurs postes et tout qui sont fous, les clientes. Alors, ce qui fonctionne très bien, notamment, c'est « Bonjour, voici les nouveautés en magasin ». Eh ben, les clientes débarquent dans la journée ou le lendemain pour dire « J'ai vu que vous aviez telle nouveauté ». Les nouveautés, c'est un driver puissant de clients en magasin et même en ligne. Hein. Donc, dès qu'on annonce qu'on a reçu, les clientes viennent en magasin. Je pense que ton ratio d'engagement est plus important sur tes boutiques. Complètement. T'as 100 000 followers versus, je regardais 700 à Lyon. Ouais. En nombre de likes per follower, c'est plus important, quoi. Complètement. Okay. Hyper intéressant. Très intéressant. Taux d'engagement. Et on s'est beaucoup posé la question. Et c'est vrai que c'est à nouveau les clientes qu'on dit nous, on veut voir ce qui se passe. Et ça crée à nouveau du lien. Et oui, vous parlez aussi juste avant de nos équipes qui sont hyper engagées. Du turnover. Alors, de base, on a un turnover qui était faible, même avant de mettre ça en place. Parce qu'à chaque fois, on recrute des gens hyper engagés. Donc, honnêtement, en retail, où c'est compliqué, nous, on galère pas trop. Voilà, les gens partent pour des projets autres, mais ils partent pas parce qu'ils se sentent pas bien dans la boîte ou qu'ils ont envie d'arrêter. C'est vraiment... Donc, nos responsables de magasin, elles sont quasi toutes là depuis le day one et il y en a quasi aucune qui a changé depuis le début. Un autre sujet sur tes apprentissages qu'on abordait en préparant l'entretien, c'est une porte ouverte, mais quand même, on enfonce, c'est les boutiques alentours. Et les boutiques dans l'univers Connex. Donc là, à Lyon, c'était Lush. Vous avez repris la boutique, mais tu regardes ce qui se passe autour. Et c'est vrai que je dis que c'est une porte ouverte qu'on enfonce parce que c'est rare de pas trouver un Burger King près d'un McDo. Non, mais tu vois, ça marche en business, quoi. Oui, bien sûr. On regarde les Yves Rocher, les Lush, Avril, qui sont nos copains qu'on distribue aussi. Les marques aussi plus engagées, type Fago, le Slip français, Horace, voilà, c'est clairement des enseignes qu'on regarde, ouais. Cool. On revient sur l'assortiment, je pense qu'on peut encore en parler. Entre 1000 et 3000 refs en magasin, 4005 en tout. Tu me disais aussi que les choix, les requêtes, les recherches, sur le site web peuvent driver la sélection que vous avez en boutique. En termes de stock, vous faites du ship from store aussi ? Non. Pour le e-com ? Non. Donc, il y a un stock e-com et un... Exactement. Ok. Vous avez des marques locales aussi que vous mettez en avant ? On a des marques locales qu'on met en avant et qu'on met en avant justement dans les magasins où la responsable, la conseillère ont demandé à ce qu'il y ait une mise en avant ou bien que les marques elles-mêmes l'ont demandé. Parce qu'en fait, l'intérêt de ça, c'est qu'on se retrouve aussi sur leur site web. Ils disent « on est revendu chez Nuo à tel endroit ». Et ça, à nouveau, c'est hyper bénéfique à la fois pour notre site, à la fois pour gagner des nouveaux clients. Il y a beaucoup de clients qui viennent aussi dans les magasins, pas parce qu'ils connaissent Nuo, mais parce qu'ils connaissent une marque et qui voient qu'elle est dans le magasin. Je me souviens quand on a ouvert Lyon au tout début, j'ai vu que vous aviez telle marque et vous nous connaissez nous. Non, vous, je vous connais pas, mais je connais telle marque. Donc, il y a des marques aussi qui nous ramènent du trafic en magasin, des marques très spécifiques. Parce que là, tu as cité tu disais 180 marques que vous distribuez. Ouais. Il y en a que vous distribuez de manière exclusive. Est-ce qu'il y a des marques un peu exotiques qui viennent du bout du monde que vous distribuez en exclusivité sur la France Non, nous, on n'a pas d'exclusivité parce qu'on part du principe que finalement, plus t'es vendu ailleurs et plus t'es visible, plus ça sert Nuo. En fait, ce qu'on constate souvent, c'est que les marques à plus grosse notoriété qui sont vendues partout, c'est avec elles qu'on fait le plus de chiffres. Nous, aujourd'hui, on n'est peut-être pas assez gros, à part quand tu t'appelles Sephora, que tu as un réseau tellement énorme que tu vas amener cette visibilité à la marque.
Nous, aujourd'hui, on n'est pas suffisamment gros et à chaque fois, c'était hyper bénéfique que la marque soit vendue ailleurs parce que la com qui est faite ailleurs, finalement, revient chez nous. Si on est bon en SEO et qu'une fois que tu as tapé le nom de la marque, tu tombes tout de suite sur Nuo, c'est... Ok, mais du coup, donc vous utilisez les retours clients via vos vendeuses et vendeurs, le e-com, et quel est l'impact des marques sur votre assortiment produit, sur la manière dont vous allez mettre en avant ces produits-là en magasin, sur le merch? Comment vous travaillez un peu avec les marques? Est-ce que c'est vous qui êtes beaucoup plus proactif? Est-ce qu'il y a des deals? Comment vous appréhendez ce sujet-là? Ouais, on a lancé depuis janvier une business unit plus trade marketing. Et l'idée, c'était vraiment de valoriser nos vitrines, nos emplacements, tous les îlots. On a pas mal d'îlots aussi en magasin qui permettent de faire des mises en avant. Et c'est donc des deals, il y a un budget en fait que dépense la marque pour être visible. Après, elle choisit si c'est une vitrine, les 7 vitrines, pendant combien de temps, etc. Et ça, en fait, alors non seulement en plus ça fait de l'acquisition de nouveaux clients, parce que plus tu as des vitrines attractives, plus tu as des marques, nous qu'on appelle bankable, qui font rentrer les gens, plus tu vas avoir de monde dans le magasin. Et en plus, ça accroît les ventes des marques, parce qu'en moyenne, en gros, par rapport à une semaine classique où tu n'as pas de vitrine, tu fais plus de 200% de chiffre d'affaires grâce aux vitrines et aux mises en avant sur les îlots. Ok, quelle que soit la marque, ça c'est... Quelle que soit la marque, il y en a qui vont jusqu'à des fois du plus 800, du plus 1000, puis des fois, il y en a, c'est juste du plus 50 ou du plus 100, mais de manière générale, ouais. Très correct. Exactement. Si on repart sur des chiffres à peu près normaux, plus 50, plus 60, c'est pas mal. Et en fait, on a mis ça en place depuis janvier, donc après, il a fallu aussi mettre en place toute une gestion en fait logistique, parce que c'est mine de rien beaucoup de logistique pour faire que la même vitrine soit au même moment dans les 7 magasins. C'est quelque chose de qui se travaille. Donc petit à petit, ça, on a aussi itéré, testé pour que tout soit en place au bon moment et que ça profite le plus à la marque. Quand est-ce que vous avez lancé votre marque, à vous? On a lancé notre marque en décembre 2022. Décembre 2022. Quelle réception des autres marques que vous distribuez? Bonne réception, parce que je pense que la plupart s'y attendaient. Souvent, on nous questionnait sur est-ce que vous allez lancer votre marque, donc il y avait vraiment une attente même de nos marques. Moi, à la base, je suis ingénieure agronome spécialisée en formulation de produits agroalimentaires, mais aussi cosmétiques, et je suis passionnée de cosmétiques bio depuis 17 ans. Voilà, je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'on lance nos produits. Et puis, c'est ce qu'on se dit, il y a de la place pour tout le monde. On continue de mettre tout le monde en avant de façon équitable. Là, il n'y a pas des vitrines Nuo, il n'y en a pas plus que des vitrines des autres marques. Mais t'as forcément sorti les marques. Enfin, pardon, est-ce que tu as sorti les marques? Non. Il y avait pas de shampoing solide, boucle, bio? Et écoute, non. Ok, d'accord. Pardon, je prends cet exemple, chers auditrices, chers auditeurs. J'ai le détox. Non, mais tu as pris le seul shampoing, effectivement, qui n'existait pas en solide boucle. Par contre, la gelée, ça existait déjà, mais il y avait peu d'offres. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, il y avait peu d'offres. La gelée, pardon. Ouais, la gelée boucle Nuo. Julie est assez sympa, elle est venue, vous pouvez le voir si vous regardez la vidéo sur YouTube, est venue avec quelques petits goodies. Et donc, il y a une gelée boucle. Ouais. Mais alors, une gelée, ça se met après, avant? Ça se met après ton shampoing. Mais c'est sans rinçage, ouais, sur cheveux mouillés. Ok. Et après, tu laisses sécher tes boucles naturellement. Oui, donc il y a les marques partenaires, parmi les 180, il n'y en a aucune qui vous a dit vous me faites chier avec vos produits. Non. Ok. C'est comme de rentrer une autre marque, au final. Oui, ça fait. Il y en avait 180, il y en a 181, quoi. Ouais. Exactement. Oui, enfin une 181e sur laquelle tes marges sont pas les mêmes et que tu aurais parfois tendance peut-être à mettre plus en avant qu'une autre si elle était ou devait être en concurrence. Et j'imagine que, en boutique, elle est quand même bien mise en avant. Oui, elle est bien mise en avant. Surtout parce qu'elle plaît à nos responsables. Les produits seraient pas bien. Non, mais c'est ça qui est très rigolo, c'est que les produits seraient pas bien d'emblée. Nos responsables diraient non, mais en fait, Julie, j'arrive pas à vendre. Je peux pas. Surtout que les produits qui existaient déjà, notamment pour la gelée, sont tout aussi excellents. Donc, faut arriver avec un produit qui est juste le top du top en termes d'ingrédients, en termes d'efficacité. Et c'est ce qu'on a fait. Et les retours, si tu vas voir même la fiche produit de la gelée, les retours sont dithyrambiques, quoi. Elle est vraiment plébiscitée. Les clients adorent et nos responsables en magasin adorent, les conseillères aussi. Voilà. Et après, il manquait
parfois il manquait certains produits, le shampoing Book notamment, ça me manquait, il n'y en avait pas en solide. Donc, Une question qu'on n'a pas abordée non plus dans les épisodes précédents du caddie, qu'on n'a pas préparé. Donc, je te la pose. Les boutiques appartiennent à la même boîte ? Ouais. Donc, il y a une seule entité oui. qui détient le e-com, les boutiques. Exactement. Ok, et tous les employés sont les employés de cette entité. Exactement. Pourquoi ? Alors, donc après, on a juste des établissements secondaires pour chacune des magasins, mais c'est pas, tout est sur la même boîte. Légale, ouais. Pourquoi ? Alors, parce qu'au début, on s'est pas posé la question. On y allait direct et puis voilà. Après coup, on s'est posé un peu plus la question. Il y a beaucoup de frais juridiques, compta, quand c'est que des entités différentes, donc quand c'est des boîtes différentes. Est-ce qu'on a envie de supporter ce coût-là ? Pas forcément. Ouais. Voilà. Après, il y a aussi tout un enjeu de refacturation des boîtes entre elles qui peut être très complexe et ça peut devenir l'usine à gaz. J'ai discuté avec pas mal de boîtes qui ont des réseaux retail et qui m'ont dit, écoute, le mieux, c'est quand même la simplification parce que sinon, tu vas vite perdre beaucoup de temps et finalement d'argent à gérer tout ça. Donc, pour l'instant, on reste sur la même entité juridique pour les 7 magasins et l'e-commerce. Ok. Tu as, je crois, comme tout le monde, connu un petit coup de frein l'année dernière en e-com, mais pas dans les boutiques. Et tu vois, la question peut aussi se poser à ce niveau-là et te dire si t'avais dû mettre la clé sous la porte parce que le e-com marchait plus alors que les boutiques marchaient, ça aurait été chiant pour les boutiques, les employés, évidemment, les collaborateurs et puis tout ce qu'il y a derrière. Donc, et je pense qu'aussi, j'imagine qu'on peut faire de l'optime ensuite avec des principes d'achat de l'intergroupe en fait. Alors même si ça reste un petit volume, tu peux quand même avoir des jeux qui sont intéressants. Je pose la question de manière candide, mais bon, t'as un avis, Michael, pardon. Non, c'est de toute façon c'est ce qu'on voit et ce qu'on entend et ce dont on discute un peu partout. Tout le monde a pris ce ralentissement l'an dernier. Et sur l'organisation, tu vois, juridique. Et en fait, tu reviens aux basiques, en fait, à tous les domaines. Tu reviens à tes fondamentaux et donc tu veux, quand tu viens optimiser toute ta structure, ça passe aussi par la structure juridique, quoi. Et ça, nous, on est assez partisans aussi de ça chez Shapart. On essaye de tout rationaliser parce que, tu vois, cette boutique, cette structure, on se dit, c'est pas grand-chose. Mais en fait, ne serait-ce que sur tes prestats, ta compta, c'est 7 boîtes différentes sur lesquelles tu as plein de lignes. Tu as les jeux de facturation intra-inter. Ça peut être intéressant pour aller optimiser fiscalement et compagnie. Mais en vrai, ça rajoute une complexité. C'est peut-être un overkill à ce stade, quoi, en gros. Je pense, ouais. Moi, je l'ai connu dans le passé sur des boîtes plus grosses en distributeur aussi, où il y avait une boîte qui gérait la distribution, et toutes les boutiques étaient sous l'ancienne distribution, une boîte qui gérait la marque, une boîte qui gérait la partie fonction support, par exemple. Donc, c'était 3 boîtes. Mais c'est vrai que nous, là-dessus, on est très partisans de ça, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de sujets. Et on se noie très vite sans parler de phobie administrative, mais on peut quand même se noyer très vite dans l'admin. Et puis surtout, ça chiffre. Enfin, je suis désolé, mais un comptable pour une boîte à l'année, tu fais x7, t'as déjà 2 postes. Ça équivaut à 2 postes. Il est cher ton comptable. Sur une boutique, t'as beaucoup de lignes. T'as énormément de lignes, compta. Et en plus de ça, c'est dès que tu veux un stock unifié, une expérience omnicanale unifiée, apparemment, ça rend le game encore plus complexe. Ouais. Et que la plupart des boîtes omnicanales, même celles qui étaient scindées, limite se refusionnent parce que ça devient trop compliqué à gérer. La séparation des stocks, c'est une galère. C'est une vraie galère. Hyper intéressant. Est-ce que sur l'assortiment, tu as d'autres questions ? Oui, parce qu'on a parlé de l'assortiment produit. Ouais. Mais on n'a pas parlé de... Parce qu'elle a glissé un petit insight là-dessus, mais l'assortiment service. Parce qu'il y a ça aussi. Tu parlais des services que vous ajoutez en magasin, ça fait partie de l'offre. Et comment, pourquoi, quelle est votre réflexion là-dessus, d'où ça vient ? Alors nous, aujourd'hui, comme je vous disais, on fait je souris parce que je vois Laurent avec la brosse cuir chevelu. Alors vous le voyez pas si vous écoutez le podcast, mais effectivement, Julie nous a rapporté, comment t'appelles ça, une brosse cuir chevelu avec des gros picots en silicone tout doux, et c'est vrai que c'est très agréable de se le passer. Il faut aller sur YouTube pour le voir. Sur le cuir chevelu. C'est massant et c'est hyper agréable.
Assortiment service. Ouais, assortiment service. Donc je disais, on avait le shop to home où quand t'as pas le produit en magasin, tu peux te le faire livrer à la maison. On a les consultations beauté. En fait, ça c'est quelque chose qu'on avait mis en place pendant le Covid et on a vu que ça fonctionnait bien, qu'on augmentait le panier. Donc en gros, la consultation beauté, c'est pendant un quart d'heure, 20 minutes. Tu passes ce temps-là avec la cliente et tu lui fais une routine de A à Z. Tu la conseilles surtout, donc tu lui apprends en plus plein de trucs sur sa peau, sur comment ça fonctionne. Et puis en plus, tu lui proposes une étape de une à je sais pas combien d'étapes. Souvent, elle demande, au début, elle partait sur une routine visage et puis finalement, elle veut des infos aussi sur une routine capillaire. Bref, c'est une augmentation de panier qui est très intéressante. Et en plus de ça, c'est un apport de conseils qui est ultra apprécié des clientes. Aujourd'hui, si vous allez dans un magasin de beauté, où êtes-vous vraiment conseillé ? Nulle part. Chez Nuo, dans les 7 mags, il y a toujours un conseil qui est au top. Nos responsables et conseillères sont ultra formés sur ça. Et donc, t'arrives, tu sens que t'es pris en main. Tu sais pas, voilà, ce dont t'as besoin, mais t'es vraiment pris en main. C'est quoi le livrable ? Le livrable de la routine. Ouais, le livrable de la routine, c'est que tu repars avec une petite carte, une petite ordonnance beauté, où t'as noté dessus tous les produits qui sont pertinents pour toi. Sachant que, bien sûr, à nouveau, on pousse pas à la conso. Si t'as pas envie d'acheter ce produit, s'il te reste un produit, on te dit finis tes produits et ensuite tu passeras à ça. Je te note là, t'as ta petite carte et t'as l'info. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fort chez nous. À des moments donnés, on fait des campagnes de com un peu plus sur ça, dans le sens où les magasins en parlent un peu plus, que ce soit en caisse, sur leur compte Insta. Et en fait, tu peux réserver un créneau sur un calendrier, ou bien en envoyant directement un message sur Instagram, sur le compte Insta du magasin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que les clientes apprécient énormément. Et je pense qu'en beauté, tu sais, c'est pas comme dans la fringue où tu le vois, le produit. En beauté, tu sais pas l'effet que ça va avoir. Tu peux le tester, tu peux le sentir, tu peux voir la texture, mais tu sais pas comment ça va agir sur toi. Donc si t'as quelqu'un qui te conseille vraiment au poil, ton expérience, elle est démultipliée, parce que non seulement tu auras acheté un produit où voilà, les engagements te correspondent, et en plus de ça, tu auras été conseillé, donc moins de risque de te planter. Parce que si tu te plantes, non, en fait, le produit me convient pas. Non, c'est... Voilà, ou la cosmétique bio me va pas. Il n'y a pas de... Je vous le ramène. Ça fait moins de 15 jours, je vous ramène le produit. Ouais, et surtout en cosmétique, le taux de retour, il est ultra faible. Nous, c'est même pas 1%. Il n'y a pas de retour. Donc voilà, après il y a tout ce qui est plus je réserve mon produit, donc là c'est pas en ligne, c'est plutôt pareil par Instagram ou par email, ou j'appelle mon magasin et je dis voilà, est-ce que vous avez ce produit-là, je vais bien le réserver, je vais passer le récupérer. Voilà, et aujourd'hui nous on n'a pas de click and collect parce que comme on n'a pas... Alors c'est une vraie question, on est en train d'y travailler, mais comme on n'a pas toutes les refs en magasin, on se dit si tu vas en ligne, que tu dis, je veux tel produit, à la fin, t'arrives sur ton panier, en fait, on te dit, alors, il y a les 3/4 qui sont pas dispo dans le mag, mais il y en a 2 qui sont... Voilà. Comment tu gères ça en ligne ? Et est-ce que tu vas pas avoir finalement un abandon de panier, plus d'abandon de panier ? C'est une vraie question chez nous. Ok, ça répond à ta question. Ça répond à ma question, parfaitement. Vous êtes sur Shopify POS depuis le début ? Tu me l'as dit tout à l'heure. Vous avez l'intention d'y rester ? Oui. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on y gagne ? Ce qu'on y gagne, c'est... Alors, vous êtes sur Shopify en ligne aussi, pardon, il faut le dire. Ouais, on est sur Shopify Plus en ligne. C'est déjà là que ça a du sens. Exactement. Et sur Shopify POS, pour les 7 magasins, ce qu'on y gagne, c'est une rapidité d'installation. C'est-à-dire que en 5 minutes, ton emplacement, il est créé. Et quasi tous tes produits sont chargés, tout est sur la tablette, enfin... En 5 minutes, c'est fait. Tu fais plus, emplacement, tu mets l'adresse, tu mets tout. Et après, tu crées le compte et tu charges POS sur la tablette. Et c'est bon, tu peux commencer à vendre. C'est fait. On pourrait parler d'ailleurs de ta routine ouverture de boutique. Ouais. Et juste sur les POS, la caisse enregistreuse ? Non, nous, on l'a pas. Ok. Ils viennent de la sortir, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça, ils viennent de sortir. C'est assez frais, ouais. Donc vous bossez sur un SumUp ou des trucs... Ouais, non, on bosse juste sur une tablette et après on a une caisse à côté, tout simplement. Okay. Une tablette, mais tu rentres du coup Enfin, quelle différence tu fais avec la caisse enregistreuse ? La tablette, elle est connectée à Shopify, du coup tu rentres ta commande, mais après la caisse, elle est faite pour vraiment encaisser l'argent, quoi. Cash. Carte... Parce que tu peux pas le faire avec la tablette, tu peux pas tout prendre, tu prends pas tous les moyens de paiement.
Si, tu peux prendre tous les moyens de paiement. Tu les prends tous là ? Ouais, nous, carte, chèque, espèce. Ok. Donc hyper rapide. Le plus long finalement, c'est de faire ton fichier CSV avec toutes tes refs, toutes tes SKU et tes quantités. C'est ça le plus long. Après, t'as juste à l'intégrer dans Shopify, soit dans Stock, soit via Matrixify. Et c'est parti, tu peux vendre, t'as déjà ton stock. Nous, on a la petite... ça dépend des magasins, mais on a soit la petite douchette POS pour scanner, soit sur les derniers iPads, en fait, l'appareil photo te scanne les codes barres hyper rapidement. Donc, du coup, on scanne en direct. Je suis désolé, la question est con et je devrais le savoir, mais où est-ce que tu vends ton numéro de CB ou ta CB ? Donc, j'imagine que tu fais du sans contact, évidemment, quand c'est tu dans peux le en faire. TPE. Nous, tout est dans le TPE. Tout est sur le TPE. En fait, Le c'est TPE dissocié, est branché, c'est pas connecté. d'accord. Ouais. C'est ça. Ok, Ouais. ok, compris. Et c'est ce que vient de lancer, Shopify. Alors, je sais pas si c'est uniquement aux US ou pas, mais je l'ai vu passer il y a quelques jours, où ils ont intégré, donc ils ont leur caisse enregistreuse, parce que ça c'est obligatoire, d'avoir une caisse enregistreuse. On peut pas juste avoir un truc dans la poche. Non, c'est un peu encadré, on va dire, en Europe. Donc il faut être capable de sortir un ticket de caisse, il faut être capable de prendre tous les moyens de paiement, normalement. Voilà, donc c'est un vrai sujet, ouais. Et comment tu gérais le cash avant, du coup ? T'es obligé de prendre du cash normalement, non ? Je dis une bêtise ? Ou t'es obligé de prendre 2 moyens de paiement ? Il y avait une règle comme ça pour les taxis. Je sais qu'il était... Ouais, elle était... ça c'est toujours... Mais non, je sais que t'es obligé de prévenir si jamais il y a un des moyens de paiement que tu ne prends pas. Ou c'est pour ça qu'il y a toujours la carte à partir de tel montant où ils préviennent. Est-ce que t'es obligé de prendre le cash ? J'aurais tendance à dire oui, mais je veux pas dire de bêtises. Ça se vérifie. Matrixify pour intégrer les stocks. Ou sinon, stock directement dans Shopify. Stock directement dans Shopify. Ouais. Tu fais pas de ship from store. Non. Donc si tu as une ref qui est pas disponible en centrale, qui est pas disponible dans la boutique en question, mais qui est disponible dans une autre boutique, ouais. Non, c'est loupé. Ok. Petit intermède technique du coup. Vas-y. Le cash est le seul moyen de paiement qu'on n'a pas le droit de refuser en France. Okay. Et vous l'acceptiez ? Ouais. Ok. Ok. Avec ta caisse enregistreuse. Avant. Ok, compris. Matrixify, quoi d'autre ? Comme élément, comme stack technique que tu as en magasin. Comme stack technique. Alors après, il y a tout ce qui est, ce qui est intéressant. Donc elles ont un Instagram, évidemment. Ou elles ont un Instagram. Ouais, exactement. Qu'elles animent, etc. Au quotidien, toutes les semaines. Ce qu'on a aussi, nous, en programme fidélité. Voilà pourquoi Shopify avec relié avec POS, c'est super. C'est parce qu'en fait, ton expérience fidélité est unifiée partout. Et j'avais cherché d'autres logiciels de caisse, etc. Mais à chaque fois, tu avais des fichiers clients dissociés. Enfin, c'était l'usine à gaz. Là, du coup, c'est ultra unifié. Nous, on bosse avec Loyalty Lion, où on a un programme fidélité. Donc, tu dépenses 1 € chez nous, ça te fait 10 points. Et ces 10 points sont transformables ensuite en cadeaux fidélité. Tu as à peu près, en gros, entre 10 et 30 choix de cadeaux fidélité où que tu sois, donc soit que ce soit en ligne ou en magasin. Magasin, forcément, t'en as un peu moins, on va pas te présenter les 30. En ligne, t'en as plus. Et au bout de, en gros, à peine 2 commandes, tu peux transformer tes points directement en produits fidélité. Et ça, c'est top parce que où que tu t'en bases chez nous, bah, t'as ton compte et t'as le même type de cumul de points. Et ça, les clientes, clairement, elles adorent. C'est aussi pour ça qu'elles reviennent. Parce que elles savent qu'il y a ce programme fidélité. Non, je rêverais avoir ça. Je rêverais avoir du repeat. Cool, hyper intéressant. Est-ce que, Mickaël, tu vois encore des sujets qu'on n'a pas abordés ? J'aimerais bien parler, moi, de véganie. Ouais, avant qu'on se quitte. Mais... j'allais dire, parce qu'on a parlé de Lush, mais on n'a pas parlé de véganie. Donc, à Lyon, vous avez repris une boutique qui était occupée par Lush avant, qui est un grand groupe. Je regardais plus de 1000 points de vente. Ouais. C'est quand même fat. À Paris, vous avez repris une boutique d'une boîte que vous avez rachetée. Le 55 Sébastopol, c'était une boutique qui appartenait à Véganie. Une boîte que vous avez rachetée en mars 2020, je dis une bêtise ? 2023. Mars 2023, pardon, ouais, donc il y a 7-8 mois. C'est votre premier rachat ? C'était notre 2e achat. Ok, quel était le premier ? C'était Sens Nature. Ok. Qu'on avait racheté uniquement pour la partie e-commerce. Parce que cible différente, un peu plus âgée, cosmétique bio toujours. Donc on voulait en fait élargir la cible. Nuo, c'est plutôt la cible
Trendy, 35-45. Sens Nature, on va sur plutôt du 45-60. Et puis Vegani, on est vraiment cible vegan. Vous avez gardé les 3 noms de domaine séparés, ces 3... Exactement. Et c'était des sites, ce qui était important aussi dans nos choix de rachat, c'est que c'était des sites qui avaient des mots-clés hyper recherchés. Donc Vegani tombe parmi les premières positions et c'est un site référence sur les véganes. Quelle taille il fait ? Quelle taille ça faisait quand vous l'avez racheté ? Tu veux dire en chiffre d'affaires ? Ouais. Ça avait décru forcément avec... Il y avait une boutique physique ou plusieurs ? Il y avait une seule boutique physique. Ok. Ça avait décru, mais c'était entre, en gros, 500 000 et 1 million. C'était nos targets. Rentable ou pas ? Ouais, ça l'était, mais je pense que pareil, avec 2022... Compliqué. Ça l'aurait peut-être pas été. Voilà. Alors, j'imagine que vous avez vu d'autres dossiers, en tout cas, vous en regardez. Qu'est-ce que tu vois comme genre de multiple actuellement sur le e-com ? Multiple en valeur, excuse-moi, je vais parler... multiple en valeur de... Quelle valeur d'entreprise en fonction de soit l'EBITDA, soit le chiffre d'affaires ? Oh là, tu me poses une colle. Non. Vous l'avez valorisé comment ? Enfin, je sais pas à quel point vous pouvez en parler. Je vais peut-être pas non, mais sans parler de Vegani, c'était plutôt... Ouais. Je sortais, mais si c'est plus du potentiel, si vous avez regardé le potentiel, si vous avez regardé la valeur du pas de porte, est-ce que, enfin, tu vois, quels critères vous avez pris en compte sans parler de montant chiffré, il n'y a pas de souci. Il n'y avait pas de pas de porte. En fait, c'était un couple qui avait l'entreprise et qui avait envie de céder. Donc, c'est eux plutôt qui ont proposé leur prix. Vous les avez cherchés ou ils sont venus à vous ? Ils sont venus à nous. Vous en cherchez d'autres ? Potentiellement, ouais, on est ouvert. Ok, tu connais Alvo ? Oui. Alvo.market, qui est une plateforme de marketplace d'achat-vente de business. Par des gens très très bien, qui sont juste derrière le mur qui est derrière toi. Ok, donc ça s'est fait en combien de temps ? Comment ça s'est passé ? Hyper rapidement. Je pense qu'on a commencé à avoir les premiers contacts peut-être autour de novembre 2022 et on a signé en mars. Ouais, donc 5 mois après, ça a été très rapide. Voilà, je pense que c'est des personnes qui avaient envie de vendre à une boîte qui partageait leurs valeurs, qui avait un catalogue produit similaire pour continuer aussi l'aventure Vegani, mais pas sans eux, quoi. Et ils sont toujours là, ils sont partis. Non, ils sont partis. Ok. Ouais. Excuse-moi, je me souviens plus. Tu m'as dit qu'ils sont venus à toi ou ils sont venus à nous. Ils sont venus à vous. Ouais. Vous êtes fait accompagner ? On s'est fait un accompagner. Cabinet de Fusac, un avocat. Non, on a un de nos associés, David, qui avait racheté plusieurs boîtes dans son ancienne vie et qui du coup nous a clairement accompagnés là-dessus. C'était le deal. On lui a dit voilà, on a envie de faire un peu de croissance externe. Toi, t'as les compétences, go. Donc c'est lui qui a géré une grosse partie du rachat et qui avait aussi identifié les cibles. C'est-à-dire qu'on avait identifié plusieurs cibles à un moment donné. Même s'ils sont venus à nous, on les avait quand même déjà en tête. Ils étaient sur la carte. Exactement. Où il y avait un seuil de CA à faire, où il y avait une correspondance de catalogue. C'est-à-dire que si le catalogue était complètement différent d'une autre, c'était pas la peine d'y aller parce que ça allait nous faire rajouter beaucoup d'espace de picking au niveau de notre entrepôt logistique. Ça permettait pas de mutualiser, en fait. C'est intéressant. J'aurais imaginé qu'il me dise justement qu'il fallait que ce soit suffisamment éloigné pour pas qu'il y ait trop de... Non, que ce soit plutôt au contraire assez similaire, avec quand même un peu d'overlap, quoi. Ouais, exactement, pour qu'en fait on mutualise l'outil logistique et que ça nous fasse croître en nombre de commandes de façon plus rapide que par l'acquisition. Donc ça, c'était important. Donc c'était le CA, le nombre de commandes, et après c'était les mots-clés. Hyper important, genre par exemple Sens Nature, ils ont des positions sur des mots-clés qui sont top et qui ramènent beaucoup de trafic. Voilà. Et du coup, sur Vegani, la boutique en elle-même, c'était pas forcément le critère numéro 1 à la base. C'était pas le critère. Par contre, c'était intéressant parce que ça nous permettait d'avoir enfin une boutique NUO à Paris. Avec un tarif qui était OK pour nous. Même si, comme on le disait, rue Vieille du Temple, où les grosses rues, c'était des rues qui nous appelaient un peu plus initialement. Mais là, ça faisait une belle opportunité de démarrer aussi sur Paris. Ils sont sur... Donc, vous avez gardé les 3 marques, vous avez gardé les 3 noms de domaine. Ouais. Vous avez gardé les 3 sites. Oui. Je vois que Sens Nature est sur PrestaShop. Oui. Vous êtes sur Shopify, on en a suffisamment parlé, pardon. Et Vegani est sur Shopify aussi. Oui. Donc, 2 équipes, 2 prestats. Comment est-ce que vous allez rassembler un jour ? Est-ce que... Alors, nous, on était sur PrestaShop au tout début de NUO.
On a fait 3 ans sur Presta, puis après on est passé sur Shopify en 2018. Clairement, on adore Shopify et PrestaShop, c'est plus compliqué. Donc la mise en route aussi, enfin la remise en route et puis la passation, c'est faite beaucoup plus facilement avec Vegani que sur Shopify, sachant que sur PrestaShop. Sachant que Vegani n'avait pas fermé. On a vraiment fait une transition, ils ont même pas fermé le site. Sens Nature, c'est un peu différent, c'était une liquidation. Et du coup, le site était déjà fermé depuis 3 mois. Donc, il a fallu en plus aller réactiver la base client. Il a fallu se refamiliariser avec PrestaShop, dont on s'était plus servi. Il a fallu passer aussi avec une agence, alors qu'en fait, Shopify, on peut gérer tout seul. On n'a pas besoin, quasiment pas besoin. Et on a déjà notre agence. Donc, en fait, donc c'est vrai que l'apprentissage de ces 2 rachats, clairement, c'est pas mal quand c'est une base de site que tu connais. Plutôt qu'un truc nouveau où ça va te demander plus de temps que tu avais prévu. Et aussi le fait que Sens Nature est fermé pour réacquérir tes clients. En e-com, on dit souvent que quand ça fait 2 mois qu'ils t'ont pas vu et que t'es fermé, tu les as perdus. Ouais. Et donc, pour aller réactiver la base, c'est plus compliqué. Donc forcément, Vegani croît plus vite que Sens Nature là aujourd'hui. Que Sens Nature, pardon. Ouais. Et en termes de chiffre d'affaires, Vegani, depuis mars 2023, date à laquelle vous l'avez racheté, fait de la croissance ? Ouais. Ok. On fait de la croissance. Alors, on fait de la croissance, on est reparti de ce qu'ils avaient, de leur baisse. Donc, on est reparti de leur baisse et là, on remonte petit à petit. Sur leur niveau historique à eux. Ouais. Mais avec de l'effort marketing, d'achat média, du paid. Un peu d'ads. On a réinjecté plus de marques dans leur catalogue. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on a pris des marques aussi qu'on avait, nous, on les a réinjectées à leur catalogue. Toujours des produits, bien sûr, vegan. Donc ça, on a bien checké que c'était bien vegan. Et donc, en fait, ça permet de déboucler des paniers parce qu'on a plus d'offres, plus de produits sur leur site. Ouais, déboucler, c'est-à-dire que chez nous, on l'a vu, plus on a avancé en âge, plus notre catalogue était gros. Plus on avait de paniers qui se finalisaient parce qu'on avait tellement de marques, de produits, tu retrouvais tout chez nous en fait. C'est ça qu'on veut dire par déboucler. Oui, ok, d'accord. Et ton nombre total de clients uniques a augmenté depuis ? Ouais. Mon nombre de commandes. Ton nombre de commandes a augmenté. Ouais, il n'y a pas eu de cannibalisme Non. En fait, c'est que là, du coup, on se retrouve plus qu'avec les mots-clés NUO. On se retrouve avec les mots-clés Essence Nature et Vegani. Où il n'y avait pas trop d'overlap. Exactement. Ok. Tu as communiqué auprès des clients Vegani ? On a communiqué auprès des clients Vegani, ouais. Qu'est-ce que tu leur as dit ? On avait fait une newsletter, on avait fait une vidéo avec mon frangin et on leur avait dit, on a envie de poursuivre l'aventure qui a commencé chez Vegani et du coup, on a repris le site, on a hâte de vous retrouver. Je sais plus un peu. Mais tu pousses pas vers Nuo ? Non, parce qu'ils sont... Oui, non, mais ça me paraît évident. Ouais, c'est vraiment... Et puis en plus, c'est une question de confirmation. Ouais, et puis c'est une clientèle qui est très, très engagée sur les produits véganes. Donc voilà, il y avait déjà un très bel assortiment, il y avait une belle identité de marque. On a... Pas d'intérêt. Pas d'intérêt. Et par contre, en magasin, c'est devenu des clients Nuo. Parce qu'on a aussi un assortiment vegan qui est énorme chez Nuo. Et donc, on les guide en magasin. On a carrément mis des pastilles, en fait, sur tous les prix où c'est des produits vegan. Comme ça, on indique aux clients, là, vous savez que c'est produits vegan et vous êtes sûr, vous pouvez les prendre. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire de mieux je pense pas. Tout s'est passé assez vite et c'était des cibles qu'on avait identifiées. Donc honnêtement, mais par contre, oui, il y a des apprentissages pour les prochaines. Comme on disait, rester sur Shopify. Idéalement, prendre des sites qui sont déjà Shopify, c'est quand même idéal plutôt que d'aller faire une migration ou de repartir sur un Presta. Shopify ou en tout cas, t'as ton CMS. Ouais, ou notre CMS, ouais. Voilà. Comment vous l'avez financé ? On a financé d'aide bancaire. Ok. Vous avez levé des fonds en 2019, ouais. C'est ça, 1,8 million. Ouais. 1,8 million au total ? Dilutif et non dilutif ?
Enfin, pardon. Non, Equity 1,8 million juste equity. Juste equity. Donc après, on a Donc, pu refaire de la dette. ok, de la dette ouais. ensuite. Ouais. Et là, les banques étaient prêtes à vous suivre pour ce nouvel achat en 2023. Oui. Alors que vous en êtes où en termes de rentabilité, pardon? Eh ben, on y arrive tout Vous y bien, arrivez, là. d'accord. Ouais. Mais donc, vous n'étiez pas encore à ce moment-là, ce que je veux Non. dire. Non. Ok, intéressant. Elles sont excitées par la croissance externe? Les banques? Ouais. Ouais, je pense que c'est assez palpable, la croissance externe, tout comme quand on ouvre des magasins. Il y a un côté, ils savent que maintenant on sait faire et que du coup, potentiellement, on va savoir faire avec un nouvel acteur. Donc, ils sont assez sereins en général. Donc, ouais, ils nous suivent pour les ouvertures de mag et croissance externe. C'est aussi pour elles un marqueur d'ambition. Et de dire, quand tu vas lever des fonds pour un LBO, un MBO ou même justement du rachat, ça montre que t'as de l'ambition et tu veux faire de la croissance. Ce qui leur plaît. Ce qui peut leur plaire. Ok, cool, hyper intéressant. Il y en aura d'autres, du coup? Je t'ai posé la question tout à l'heure. Potentiellement, on est ouvert. Je sais pas si je l'ai dit en intro, mais tu as dit, on a fait une vidéo avec mon frère, mais donc, je sais plus si je l'ai dit en intro de cet épisode, mais donc tu es la sœur de Maxime Richard, donc, Oui. avec qui on a fait les épisodes précédents. Cool, on est bon? On est bon, hein, c'était dense écoute, encore. c'était dense, c'était hyper intéressant, et on a encore abordé des sujets qu'on n'avait pas abordés jusqu'à présent. Je suis très heureux. C'est sans fin. C'est sans fin. Le retail et le wholesale sont sans fin. Julie, merci infiniment. On poursuit la conversation avec toi sur LinkedIn. Julie et Richard, comme Richard, sur LinkedIn. Et évidemment, allez sur nuobox.com. J'avais un doute avec le .fr. nuobox.com pour voir tout ce dont on vient de parler sur l'heure qui vient de passer. Pardon, excusez-moi. Mickaël, merci infiniment. Merci à toi, merci Julie. Merci à tous les deux. Et on peut aller aussi dans les 7 magasins Nuo. Et dans les On en a un dans ta ville. Nuo, je le rappelle, Orléans, Paris, Clermont-Ferrand, Nantes, Angers, Lyon et Rennes. Merci Julie. Merci Mickaël. À bientôt. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.